Qu'aux États-Unis, contre les médias traditionnels, le showbiz et l'État profond, Trump a gagné haut la main. Et nous, en France ? En France, TVL a démontré que l'on pouvait contourner les médias officiels de la propagande et du mensonge engraissés avec l'argent de vos impôts. TVL a démontré que la liberté à tout prix n'est pas un slogan, mais une conviction, un état d'esprit. Vous informer véritablement, sérieusement, vous armer face au système tout en respectant votre libre arbitre. TVL a démontré son indépendance grâce à son modèle basé sur le don. Grâce à vous et à vous seul, il est devenu un puissant média gratuit au service des Français, avec 5 millions de vues par mois, 1 500 000 abonnés sur les plateformes et réseaux sociaux. C'est beaucoup. Et ce n'est pas assez encore. En 2025, TVL va innover, s'adresser à de nouveaux publics. On se prépare à surprendre, à renouveler, à avoir de l'ambition, à faire toujours preuve d'audace. Et nous, en France, eh bien voilà la réponse. TVL prépare la chute de l'ancien monde médiatique. Alors aidez-nous à le faire vite et fort. Rejoignez par un simple don la communauté des amis de TVL, les amis de la liberté à tout prix. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau Zoom. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Corinne Lallot. Bonjour madame. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste, grand reporter, spécialiste des questions de santé. Vous avez traité de très grandes affaires, le sang contaminé, Tchernobyl et bien d'autres. Et vous nous présentez aujourd'hui votre dernier ouvrage, Les perturbateurs endocriniens, tout ce qu'on ne vous dit pas, pardon. C'est une édition entièrement revue et augmentée au Cherche Midi, et vous pouvez le trouver bien sûr tout de suite sur la boutique de TVL sur tvl.fr. Alors il y a un sous-titre, le grand désordre hormonal. Est-ce que peut-être, on va commencer par le début, qu'est-ce que les perturbateurs endocriniens? Est-ce qu'ils agissent uniquement sur le système hormonal? Alors, perturbateurs endocriniens. Donc endocriniens, ce sont des glandes qui fabriquent des hormones. Donc ça s'appelle endocrinien. Et perturbateurs parce que ça va perturber ces glandes, donc ces hormones. Donc le titre, le grand désordre hormonal, c'était l'édition précédente. Là, on a augmenté l'édition, on l'a actualisé. Et donc, on a mis en avant le mot perturbateur endocrinien parce que, en fait, la population s'habitue un peu plus à ce terme. Absolument. Le grand désordre hormonal, c'était pour parler plus directement à tout le monde, sans qu'il y ait un mot un peu abstrait, endocrinien, qui n'est pas évident à comprendre. Et qui soit bloquant pour sensibiliser. Voilà, c'était pour faire plus grand public, et en même temps, grand désordre hormonal, ça veut bien dire ce que ça veut dire, à savoir que quand vous mettez des produits toxiques, des poisons qui ont un effet sur les hormones, eh bien cela produit un désordre général. Parce que sans hormones, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas d'humain, mais il n'y a même pas de vie animale. Vous voyez, les hormones, c'est tout. Sans hormones, ou si on perturbe les hormones, on perturbe la vie. Et on perturbe la reproduction, et on perturbe la survie de l'espèce. Alors justement, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une édition revue et augmentée. Est-ce que c'est parce que le problème devient de plus en plus important dans la société actuelle ? C'est un problème qui, de toute façon, ne fait que s'affirmer, ne fait que grandir. Alors pendant longtemps, on l'a un peu nié, mais heureusement, maintenant, on en prend un peu plus conscience. C'est pour ça que le mot lui-même, même perturbateur endocrinien, rentre un peu plus dans le langage courant. Mais effectivement, c'est un problème. Tant qu'on n'a pas arrêté le robinet à poison, le robinet à perturbateur, eh bien, le problème va amplifier. Donc, on en voit de plus en plus les conséquences. On en prend de plus en plus conscience, la population en prend conscience aussi, c'est pour ça que de plus en plus de personnes font attention et demandent des informations sur comment éviter tous ces perturbateurs. Un parcours du combattant d'ailleurs, on le verra tout à l'heure. Voilà, oui, on en parlera tout à l'heure parce que j'explique dans le livre justement comment les éviter tout au long de la journée, mais de façon assez simple, pas de façon trop contraignante, de façon assez positive en fait. Alors justement, les substances
qui ont un rôle de perturbateur endocrinien, elles sont partout et elles sont multiples. Est-ce que, sans faire un inventaire à la Prévert, vous pouvez nous citer les principales substances qui viennent déranger ce système hormonal humain? Oui, alors... Humain ou animal d'ailleurs. Enfin, c'est pareil. Animal, oui. Et donc, les substances, il y a des centaines de milliers de molécules chimiques qui ont été mises au point, qui ont été déversées dans la nature et qui n'existaient pas il y a 100 ans. Ça n'existait pas. Bon. Et ces molécules chimiques, centaines de milliers, donc on s'y perd un peu. Donc, j'ai fait le tri et je les ai réduites à 6 familles, de façon à ce que, justement, on comprenne comment chacune de ces familles fonctionne. Et moi, je les ai appelées les 6 P. P comme pétrochimie, P comme poison, parce que ça empoisonne les cellules, et P comme pesticides. Alors, pesticides, ça, c'est le premier. Les pesticides, que d'aucuns appellent aussi produits phytosanitaires. Ou phytopharmaceutiques. Absolument. Voilà. Donc, c'est le mot avec beaucoup de pudeur pour parler des pesticides. Bien sûr. Mais pesticide, ça veut dire... Bon, le mot cide, on a compris. En grec, veut dire tuer. Bon, pesti, qui tue ce qui est supposé être une peste, c'est-à-dire un nuisible, ravageur. comme on dit, oui. Un ravageur, voilà. Donc, les plus importants, première famille, les pesticides, dont certains ont été interdits, comme le DDT. Pendant la guerre, on avait inventé le DDT, mais on s'est aperçu que ça faisait tellement de dégâts, en particulier chez les femmes, parce que justement, elles se reproduisaient moins, que ça allait attaquer les ovaires. Et donc, ils ont fini par l'arrêter. Bon. Deuxième famille, les plastifiants. P comme plastifiant. Et dans les plastifiants, plastiques, vous avez les plastiques mous et les plastiques durs. Alors, les plastiques mous, c'est les phtalates, qu'on a par exemple dans les pochettes de perfusion, vous voyez, tout ce qui est plastique mou, voilà, et c'est embêtant, surtout pour les nourrissons et pour les prématurés. Donc ils se sont aperçus aussi que les prématurés avaient des soucis parce que on les nourrissait avec des pochettes et les phtalates des pochettes, en fait, étaient relargués dans les produits, dans la nutrition des prématurés et intoxiquaient les prématurés avant même qu'ils soient capables d'être autonomes, vous voyez. Bien sûr, parce que c'est un peu comme le système immunitaire, il n'est pas tout à fait terminé chez les petits bébés. Pas du tout, et même le cerveau, il sera même pas terminé à la naissance, il continue encore pendant 1 an à se développer. Donc il est beaucoup plus fragile, évidemment, face à toutes ces substances. Voilà. Donc ça, c'est les phtalates qui sont mous, plastiques mous. Et puis les plastiques durs, c'est par exemple le bisphénol A. Le bisphénol A, c'est un plastique dur qui sert même pour les polycarbonates, par exemple pour les verres de lunettes ou même pour les casques de moto. Mais ça sert aussi pour l'intérieur des canettes en métal. Vous voyez les canettes en métal? Eh bien, à l'intérieur, il y a quelque chose qui rend hermétique, voilà, bien sûr. Étanche le produit, le liquide et le métal qui est de l'aluminium. Eh bien, vous avez à l'intérieur cette couche qui est en fait du bisphénol A, parce que souvent c'est de l'époxy. Et le bisphénol A, c'est un plastique dur, mais qui, au départ, quand il a été inventé, était une pilule contraceptive. Vous voyez? Donc, qui a un effet hormonal. Et quand vous mettez du liquide, eh bien, le bisphénol A, il se relargue dans le liquide, et ça fait comme des hormones féminisante, puisque c'était une pilule contraceptive au départ. Au départ. Après, ils se sont dit, non, ben, finalement, on a trouvé mieux comme pilule contraceptive, mais ça, c'est pas mal comme plastique dur. Donc, ils le mettent dans ces canettes. Donc, si je peux me permettre, faisons une toute petite incise, mais c'est quand même surréaliste ce que vous racontez, parce qu'à partir du moment où on utilise une substance dans une visée contraceptive, on ne peut pas dire qu'on est surpris après d'apprendre que c'est un perturbateur hormonal quand on l'utilise dans l'alimentation, par exemple. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas surpris. Hein. Ils le savent. Hein. Ils le savent, mais ils minimisent l'importance. Et puis surtout, ils disent on ne peut pas faire autrement. Alors pourquoi justement? Parce que ça coûte moins cher que d'autres solutions? Comment ça s'explique? Moi, j'ai fait des reportages dans une usine où ils fabriquent, c'est valable pour les canettes, c'est valable pour les boîtes de conserve. Bon. Tout ce qui est métallique, vous êtes obligé d'avoir quelque chose qui va empêcher le contenu d'être impacté par le contenant. Bien sûr. Voilà. Donc,
Donc, dans ces usines, vous voyez très bien qu'il y a d'un côté la feuille d'aluminium, de l'autre, le plastique qui va se coller à la feuille d'aluminium. Et si vous prenez, par exemple, des canettes de soda, si vous arrivez à enlever complètement l'aluminium, à le dissoudre, vous allez avoir une espèce de sac en plastique. En plastique, oui. Voilà. Et là, on voit que c'est du plastique. Sauf que c'est du plastique qui a un effet hormonal, puisque, à l'origine, ça pouvait être une pilule contraceptive. Ce qui est très important dans ce que vous expliquez, parce que vous parliez tout à l'heure des pesticides en tant que tels, les gens imaginent quelque chose qui est arrosé sur un fruit, un légume, on ne le lave pas, on l'ingère. Mais là, finalement, on se rend compte que la pollution est beaucoup plus insidieuse. Il ne s'agit pas de manger un carton où il y a marqué « attention, dangereux ». Il s'agit de quelque chose que l'on perçoit très difficilement en réalité. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on s'est aperçu que les pesticides, ils ont été faits pour tuer. Donc ça, ils ne le nient pas que c'est fait pour tuer. Mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'était l'effet chronique. Donc, comment ça produit une maladie chronique. C'est-à-dire que ça ne vous tue pas, mais petit à petit, ça va encrasser l'organisme au point que vos cellules ne vont plus pouvoir faire leur boulot. Vous voyez ? Et donc, ça va donner naissance à toutes ces maladies chroniques qui sont des maladies de civilisation. Et donc, ces maladies, ça ne vous a pas tué, mais ça vous a endommagé. Ça vous a diminué. Ça tuera vos héritiers aussi. Et en plus, ça se répercute sur plusieurs générations. Alors justement, quand on parle de tous ces perturbateurs endocriniens, bien entendu, et on en a déjà parlé, la première chose à laquelle on pense, c'est la question de la fertilité. En janvier dernier, Emmanuel Macron avait l'air étonné de voir que la natalité s'effondrait, une natalité qui s'effondre, qu'il a mis en lien avec une augmentation de l'infertilité. C'est quand même là aussi encore un peu amusant de voir le peu d'engagement des pouvoirs publics en faveur de la restriction des produits qui sont des perturbateurs endocriniens, et en même temps, c'est ce constat qui est évident. Alors effectivement, la fertilité, elle a baissé, et il y a un quart, on dit à peu près 25% des couples qui ont du mal à procréer. Ça veut dire qu'au bout d'un an, ils ont essayé et ils n'ont pas encore réussi à procréer. Pourquoi ? Parce qu'il y a une multiplicité de perturbateurs endocriniens. Et on n'a pas fini parce qu'on n'a fait que les plastiques. Absolument. Et les pesticides. Maintenant, il y a tout ce qu'on appelle les perfluorés. Alors, les perfluorés, ce sont donc les antitaches, les antiadhésifs et les imperméabilisants. Donc, les antitaches, c'est ce qu'on appelait... Bon, après, il y a des marques, je ne vais pas donner les marques, mais c'est ce qu'on met sur vos tissus pour les rendre imperméables ou sur vos chaussures. Donc, ça, c'est des perfluorés. Et aussi les antiadhésifs. Alors là, c'est très important parce que c'est dans la vaisselle et les fameuses poêles avec du téflon. Je donne pas la marque. Oui, on a compris. Voilà, je donne pas la marque. Bon, mais ça, c'est perfluoré. Pourquoi ? Parce qu'on a collé du fluor, vous voyez, sur une base, sur une autre base chimique. Le fluor est notre ami, normalement. Alors, attention, le fluor. Attention, le fluor, parce qu'en plus, aux États-Unis, ils mettent du fluor dans l'eau, et c'est très mauvais. Et le fluor, il va aller sur la thyroïde, et sur la thyroïde, il va prendre la place de l'iode. Et c'est comme ça que vous avez énormément de femmes, surtout, qui ont des problèmes de thyroïde. Voilà. Souvent, ce qui permet de vendre du lévothyrox. Alors, c'est un autre... On ne va pas ouvrir tous les débats en même temps. C'est un autre scandale. En tout cas, ces perfluorés, qu'on appelle les PFAS ou PFOS, parce qu'il y en a plein de sortes différentes. Et en plus de ça, vous n'avez pas la même contamination de l'eau de source, de l'eau de boisson, dans toutes les régions de France. Mais en gros, c'est tout le nord-est de la France qui est le plus pollué, avec ces PFAS ou ces PFOS. Il en reste encore quelques-uns, je crois. De P ? De quoi ? Alors, on continue. Des P, absolument. Alors, on continue avec le P comme polybromé. Alors, les polybromés, comme son nom l'indique, c'est comme les PFAS avec du fluor, mais c'est du brome. Et tout ça, c'est anti-feu. Alors, anti-feu, donc ils ont mis du brome, et supposément, ça empêche de brûler. Donc, vous trouvez ça, par exemple, dans tout ce qui est électronique. Les fils électriques, qui sont surtout, d'ailleurs, les fils noirs. Bon. Après, je vous dirai pourquoi. Parce que maintenant, ils font des plastiques recyclés avec les fils électriques de l'électronique, qui est noir, parce qu'après, ils cachent la couleur. Vous voyez ? Donc, c'est encore plus toxique. Double couche. Évitez
Pour les enfants, surtout les femmes enceintes, tout ce qui peut être avec du plastique noir. Ça vient de sortir comme étude, c'est tout récent. C'est tout récent. Ça marche pour les ustensiles de cuisine d'ailleurs. Hein, alors surtout pour les ustensiles de cuisine. Alors c'est pas compliqué de faire la cuisine avec du bois, avec de l'inox. Bois non traité? Ah ben oui, non traité bien sûr, mais de l'inox. Par exemple, les perfluorés qui sont des anti-adhésifs, eh ben, on fait en sorte de prendre de l'inox. Mais l'inox, attention, parce qu'on n'a plus l'habitude de faire la cuisine avec de l'inox. Ça accroche. Ça accroche, donc il faut bien chauffer la poêle. Voilà. Voilà une petite astuce pour essayer de se prémunir de tout ça. Voilà, donc j'explique tout ça. Alors ensuite, maintenant, les parabènes. P comme parabènes. Alors tout ça, c'est dans les cosmétiques. Et donc c'est Ça aussi, c'est une belle ironie. Pour prendre soin de soi et... Voilà. Donc on peut être beau, mais on se prépare un cancer. Voilà. Donc c'est provisoire. Donc les conservateurs des cosmétiques et les médicaments. Donc les parabènes, on peut en retrouver des parabènes. Je monte un livre, il y a un dessin où on voit que par exemple dans certaines tumeurs du sein, vous retrouvez les différentes familles de parabènes. Alors justement, vous venez d'évoquer là les médicaments dans votre livre. Vous revenez sur c'est le dernier P. Voilà, sur un scandale, c'est celui du Distilben. Alors ça c'est le dernier P. Allons-y. P comme produit pharmaceutique. Et dedans, je mets tout ce qui est additif alimentaire, évidemment, et produits pharmaceutiques, dont les médicaments, y compris les injections pour les petits ou pour les grands. Les injections dans le bras ou ailleurs. Bon. Alors, le premier scandale, ça a été effectivement un médicament qu'on a appelé le Distilben. Et ce Distilben, on le donnait à qui? On le donnait aux femmes enceintes. Dans quel but, pour qu'on se rappelle bien? Justement, alors on leur disait, si vous ne voulez pas avoir une fausse couche, ou si vous avez des nausées, donc ils le donnaient aux femmes enceintes, mais après ils le donnaient à toutes les femmes, hein. Ils le donnaient aux jeunes filles en disant, oh bah oui, vous avez mal pendant votre cycle, pendant les règles, ah bah vous prenez du Distilben. Ils le disaient aux hommes, ah bah votre belle-mère est acariâtre, donnez-lui du Distilben. Ils se donnaient à tout le monde, mais surtout aux femmes enceintes, et là c'était plus grave. Parce que, donc ce qui s'est passé, c'est qu'une fois, une femme a amené sa fille chez le gynécologue. La petite fille, la jeune fille, elle avait 15 ans. Le gynécologue découvre qu'elle a un cancer du vagin qui, normalement, ne concerne que les femmes âgées, très âgées. Et donc, il n'avait jamais vu ça chez une jeune fille. Et donc, il dit à la mère, je ne comprends pas. Et la mère dit, mais est-ce que ça peut être qu'on m'a donné du Distilben pour pas avoir des nausées? Est-ce que ça peut être à cause de ça? Et l'autre, il dit, mais non, madame, c'est n'importe quoi, c'est pas possible. Bon. Comme toujours, les scandales sanitaires, ils mettent longtemps voilà. Et là, en l'occurrence, 3 semaines plus tard, arrive une autre mère avec une autre jeune fille, avec le même cancer qui, normalement, ne concerne que les vieilles femmes. Et le médecin dit à cette mère, madame, est-ce que vous auriez pris du Distilben par hasard? Et effectivement, la femme lui dit oui. Et c'est comme ça que, à cette époque, il savait réfléchir, il savait prendre les actions, et les Américains ont arrêté au bout de 5 ans. Ils ont fait une étude, ils ont cherché un peu partout, ils ont dit effectivement il y a un lien de cause à effet, donc on arrête le Distilben. Bon, mais qu'est-ce que c'était que le Distilben? Eh ben, c'était un peu comme du bisphénol A, pareil, mais c'était aussi une hormone féminine qui imite les hormones féminines et qui était aussi considérée comme une pilule contraceptive. Vous voyez? Donc tout ça est très très lié, ce qui fait que cette hormone féminine avait finalement perturbé complètement les hormones de la mère, mais y compris de la fille. Et maintenant, on sait que c'est même sur plusieurs générations. Donc c'est pas une génération, c'est pas 2 générations, c'est pas 3 générations. On en est maintenant à la 4e génération. Et il y a des jeunes femmes à l'heure actuelle qui souffrent de ça, qui souffrent encore dans leur chair et qui souffrent énormément. Mais on n'en parle pas. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, ça modifie le patrimoine génétique. Alors, 2 choses. Ça peut modifier le patrimoine génétique, ça peut arriver qu'il y ait des mutations génétiques, mais on s'aperçoit que, quelquefois, ça laisse intact le patrimoine génétique, donc les gènes ne sont pas abîmés, mais ils sont éteints.
Donc c'est de l'épigénétique plutôt alors. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Voilà, c'est la définition du mot épigénétique. C'est-à-dire que les gènes sont là, mais ils ne sont pas activés. Ils sont inactivés par un produit de l'environnement. Un brouilleur, quoi. Un produit environnemental qui vient brouiller, effectivement, c'est un bon terme, qui vient brouiller le signal du gène, et le gène ne s'exprime pas. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que éventuellement, et là, il y a des études qui ont été faites à Lille, qui peuvent montrer qu'en fait, on peut essayer de rendre le phénomène réversible, c'est-à-dire de les rendre à nouveau actifs, et à nouveau activés. Et vous avez aussi un chercheur qui s'appelle Vélo, qui est très Christian Vélo qu'on a reçu. Voilà, qui est très très pointu sur la question et qui a parfaitement cerné le phénomène. Alors, vous faites dans votre ouvrage très souvent référence au monde animal. Alors, vous direz, on est des animaux on se croit bien au-dessus. Mais des roseaux pensants, disons. Oui, c'est cela. Vous parlez notamment, et c'est peut-être le cas qui m'a le plus surprise, de l'ibis blanc. Oui. Qui, lui, montre des modifications surprenantes, du moins surprenantes dans votre livre, puisque en réalité, il y a une surreprésentation de la population homosexuelle sur les tests qui ont été faits quand ils ont été lourdement exposés au mercure. Comment vous interprétez ce résultat ? Alors, je parle des ibis blancs, mais je ne parle pas que des ibis blancs, parce que les ibis blancs, en fait, on s'est aperçu de ce qui se passait sur les ibis blancs, parce que bien avant, on s'était aperçu des effets de ces produits chimiques sur la reproduction et sur les hormones des animaux, mais à partir d'abord des escargots de mer, donc c'est petit comme ça. Après, c'était les poissons, dans la Tamise, qui étaient féminisés. Après, c'était les grenouilles, qui devenaient hermaphrodites, c'est-à-dire que... C'est une autre théorie de l'évolution. Ben voilà, c'est l'évolution, on va dire quoi, pesticides, endocriniennes, des perturbateurs endocriniens. Mais, y compris chez l'humain, hein. Bon. Bien sûr. Alors, voilà, parce que la question, c'est, puisque ça abîme les animaux, est-ce qu'on peut imaginer que ça ne va pas abîmer les humains ? Bien sûr que non. Alors, on s'aperçoit donc que les grenouilles devenaient hermaphrodites, surtout les mâles, parce que c'était la population mâle qui baissait et pas la population femelle. Et donc, ils devenaient hermaphrodites avec la moitié des organes qui étaient des testicules et la moitié des organes qui étaient des ovaires. Donc, ils étaient hermaphrodites. C'était un pseudo-hermaphrodisme. Vous voyez. Mais chez les grenouilles, déjà, il y a un chercheur américain, californien, qui s'appelle Tyrone Hayes, qui avait observé également que non seulement les organes étaient modifiés, mais le comportement sexuel était aussi modifié et l'orientation sexuelle des grenouilles était aussi modifiée. C'est pour ça que par la suite, on s'est aperçu également chez les alligators, certains alligators d'un lac en Floride, qui eux avaient été contaminés parce qu'il y avait une usine de pesticides, encore les pesticides, phytopharmaceutiques. C'est ça. Qui s'étaient déversés dans le lac. Et le résultat, c'est que les alligators mâles avaient des micro-pénis. Au lieu d'avoir des pénis de taille normale, ils avaient des micro-pénis. Pour un alligator d'alligator, hein. D'alligator. Donc, ils avaient des micro-pénis et ils avaient moins de testostérone. Voilà, beaucoup moins de testostérone. Et quand ils le comparaient avec des alligators qui étaient dans un lac sain, eh ben là, c'était énormément de différences. Et donc, c'est à partir de là qu'en Floride, ils ont testé le même phénomène sur des ibis. Et là, ils l'ont testé de façon plus scientifique. Ils ont fait 2 groupes. Un groupe d'ibis blancs avec une eau non contaminée et un groupe d'ibis blancs avec une eau contaminée. Et ils se sont aperçus que les orientations sexuelles et les comportements sexuels des ibis, du lot contaminé, n'étaient pas les mêmes. Et en particulier, une augmentation du couple homosexuel où vous aviez des mâles qui se mettaient ensemble entre mâles et qui se mettaient sur un nid, mais évidemment qui ne pouvaient pas couver des vrais œufs, mais qui faisaient semblant. Le taux de testostérone était modifié. Quelquefois, ils en avaient plus, quelquefois, ils en avaient moins, selon la période. Mais ce n'étaient pas les mêmes que ceux qui n'avaient pas été contaminés. C'était hors norme, entre guillemets, quoi. Voilà. Alors, ils pouvaient en avoir plus de testostérone à un moment où les autres en avaient moins parce qu'ils couvaient.
Donc, pour un mâle ibis, s'il a trop de testostérone au moment où il couve, ça va abîmer les œufs. Donc, c'est au moment où ils font la cour à la femelle que là, ils ont beaucoup de testostérone. Alors que les autres avaient moins de testostérone et n'étaient pas attirés par les femelles. Bien sûr. Voilà. Mais alors, donc, il y a d'autres animaux. Il n'y a pas que les ibis, mais pour les ibis, ça a été démontré. Et après, le chercheur qui a fait ça a dit oui, mais ça ne veut pas dire qu'il faut l'extrapoler aux humains. Bon, après, chacun, mais lui, il l'a fait parce que il avait fait son étude et il ne voulait pas être attaqué. Donc Bien sûr. Alors, nous, on va extrapoler, justement, ou pas. Voilà, oui. La question est, bien entendu, aujourd'hui, on considère la question du transgenrisme. Vous avez évoqué tout à l'heure des modifications vers l'hermaphrodisme. On parle beaucoup de questions du transgenrisme actuellement comme d'une question sociétale. Est-ce que, finalement, ça ne pourrait pas être pris comme une question de santé publique ? Eh bien, d'après ce que j'ai observé depuis toutes ces années, effectivement qu'on ne peut pas éliminer cette piste. Effectivement que la piste biologique doit être prise en compte. Parce que vous avez un phénomène qui peut être multiculturel, qui peut être multifactoriel, mais est-ce pour autant qu'il faut éliminer la piste biologique ? Vous voyez ? Ça ne veut pas dire que c'est exclusivement ça, mais ça peut être en partie à cause de ça. Il faut envisager cette piste. Et compte tenu de tout ce que j'explique, c'est clair qu'il faut l'envisager très sérieusement, ce qui ne veut pas dire qu'il faut discriminer qui que ce soit. Mais il ne faut pas nier la piste biologique. Et donc, comment ça peut expliquer le transgenrisme ? Eh bien, écoutez, c'est très simple. D'abord, le mot transgenre, il faudrait discuter parce que c'est aussi transsexualisme. Vous voyez ? Bien sûr. C'est pas anodin. On a changé le mot. C'est-à-dire le mot transsexuel est devenu transgenre. Parce qu'effectivement, ça va, pour adoucir le mouvement, on préfère parler de transgenre que de transsexuel. Ça va dans le sens du sociétal, justement, voilà, plutôt du sens scientifique. Mais c'est multifactoriel, mais il ne faut pas éliminer la piste biologique. Et moi, je m'occupe de la piste biologique. Bien sûr. Les autres causes, eh bien, il y a d'autres personnes qui les décrivent très très bien, que ce soit psychologique, culturel, c'est pas le problème. Moi, j'attire l'attention sur la piste qui a été négligée, qui est la piste biologique. On pourrait continuer cette interview très longtemps, Corinne Lalo. J'aimerais quand même qu'on finisse avec un peu de positif, évidemment. Ouais. Comment faire pour se prémunir au maximum de tous ces perturbateurs endocriniens qui, si on vous l'écoute, sont partout ? Oui. Eh bien, il y a de plus en plus si on prend par exemple, moi j'explique dans le livre, donc toute la journée, comment on fait pour éviter les produits chimiques, les perturbateurs endocriniens, et en particulier c'est dans la cuisine qu'il y en a le plus. Hein. Il y en a partout, hein, dans la chambre à coucher, dans la salle de bain, je détaille tout ça, au boulot. Mais par exemple au boulot, je vois qu'ici c'est bien parce qu'on arrive, on vous sert un café dans une tasse, dans une vraie tasse. Eh bien pareil. Pas dans un gobelet. Pas dans un gobelet. Donc c'est des choses simples quand même à faire. Mais si vous imaginez, si vous additionnez le nombre de gobelets que vous aurez bu dans la journée, si vous apportez votre tasse au travail, eh bien vous aurez évité tout ça. Bon, après, pareil, si vous évitez les choses les plus évidentes, par exemple, quand vous faites la cuisine, vous cuisinez pas dans du plastique. Il y a des grands restaurants 3 étoiles qui cuisinent dans du plastique. Vous ne savez pas, parce qu'ils font de la cuisine douce, de la cuisson... vapeur. Oui. Non, même pas vapeur. C'est de la cuisine basse température. D'accord. De la cuisson basse température. Et j'ai vu ça, parce que j'ai fait un reportage une fois dans un grand restaurant. Et j'étais sidérée de voir qu'en fait, ils cuisaient dans un sac en plastique, comme sous vide, vous voyez, mais dans de l'eau. Mais il faut savoir que ces sacs-là en plastique, c'est des phtalates. Ça va rentrer dans la nourriture. Donc même si vous allez dans un restaurant 3 étoiles, vous n'êtes pas sûr d'échapper aux phtalates, vous voyez. Donc la cuisine surtout, pas de plastique. Quand je vois par exemple dans des magasins, ils font des poulets, et puis ils vous mettent ça le poulet dans du plastique. Donc pareil, évitez ça. Si vous mettez des liquides chauds, vous ne les mettez pas dans des assiettes en plastique et surtout pas dans le micro-ondes et surtout pas, par exemple, un biberon. Voyez ? Et quand on vous dit biberon sans bisphénol A, ça ne veut pas dire que c'est sans bisphénol F ou S. Vous voyez ? Qui sont tout aussi dangereux. Donc
les biberons, du verre incassable. Voilà. Et les femmes enceintes, surtout les femmes enceintes, parce que c'est au moment de la grossesse que je détaille tout, parce que c'est très important, c'est les femmes enceintes et les bébés, parce que c'est pendant la grossesse que les bébés sont le plus intoxiqués. Et comme quand ils sont intoxiqués, eh bien, c'est là où ils forment leurs organes, mais il faut faire en sorte que les femmes enceintes ne prennent pas de médicaments, sauf si elles sont vraiment suivies pour une maladie et que les médecins... Il faut évidemment suivre ce que dit son médecin. Hein. On ne va pas aller à l'encontre des médecins, mais par contre, il faut savoir que ce n'est pas la peine, si on vous propose un truc contre les nausées, d'aller prendre... Encore récemment, je parlais à une femme enceinte, elle me dit « Oui, mais j'ai pris du... Je ne donnerai pas la marque. En fait, c'est un truc pour dormir. » Mais pareil, évidemment que ça a un effet sur le bébé. Mais ça féminise le bébé. De même, le paracétamol, les femmes enceintes, pas de paracétamol. Les Danoises, on leur a expliqué, les femmes danoises, pas de paracétamol, ça féminise les bébés. Vous voyez ? Donc, les Danoises le savent, pourquoi les Françaises ne le sauraient pas ? Et bien maintenant, elles le sauront. Voilà. Merci beaucoup Corinne Lalo. Chers téléspectateurs, retrouvez dès à présent sur la boutique TVL, sur tvl.fr, ce nouvel ouvrage, Les perturbateurs endocriniens. Tout ce qu'on ne vous dit pas, c'est aux éditions du Cherche Midi. Merci beaucoup madame d'être venue jusqu'à nous. Merci à vous.